Un garçon et son ami se rendaient à une fête et roulaient sur une route de campagne isolée. Ils aperçoivent une jeune fille debout, au bord de la route, le pouce tendu. Les garçons s'arrêtent pour lui demander si elle avait besoin qu'on l'emmène quelque part. Elle leur demande s'ils pouvaient la ramener chez elle, mais ils lui répondirent qu'ils allaient en soirée. Ils demandent à la jeune fille si elle voulait venir avec eux. Elle accepte l'invitation. Ils se retrouvent tous à bord du véhicule, la jeune fille sur la banquette arrière. C'était une nuit très froide, et elle emprunta un des manteaux au garçon. Ils dansèrent toute la nuit, et quand il se fit tard, elle demande alors s'ils peuvent la ramener chez elle maintenant. Ils conduisent jusqu'à sa maison et stoppent la voiture pour la laisser sortir. Soudain, l'un des garçons se souvient qu'il avait oublié de lui demander son manteau avant qu'elle les quitte. Son ami lui dit « Attends demain, nous reviendrons ». Le lendemain matin, les garçons reviennent chercher la jeune fille. C'est sa mère, une très vieille femme, qu'ils trouvèrent dans la maison. Elle explique que la jeune femme était bien sa fille, mais qu'elle était morte depuis 12 ans. Elle avait été tuée dans un accident de voiture, au même endroit où ils ont vu l'autostoppeuse pour la première fois. La vieille femme désigne un cimetière en bas de la route, en sous-entendant que sa fille y était enterrée. Les garçons ne la croient pas, et se dirigent vers le cimetière pour jeter un œil. C'est alors qu'ils remarquent un tissu, drapé sur une pierre tombale. C'est sans aucun doute le manteau prêté. Sur la pierre tombale était gravé le nom de la jeune fille et la date de sa mort. Il y a exactement 12 ans, jour pour jour. Une fille était assise dans le métro tard dans la nuit. Quand elle remarque que la femme assise en face d'elle la regardait fixement. La femme était assise entre deux vieux hommes. La jeune fille continue de détourner le regard, mais la femme ne veut pas rompre le contact visuel avec elle. Ce regard commence à faire peur à la jeune fille. À l'arrêt suivant, un nouveau passager monte. C'était un homme grand, avec un long manteau gris. Il s'assoit à côté de la jeune fille. La femme ne prête aucune attention à l'homme au long manteau. Elle se contente de fixer la fille, qui est de plus en plus effrayée au fur et à mesure que le temps passe. Les deux vieux hommes ne jettent même pas un regard dans sa direction. Elle faisait semblant de ne pas le remarquer, mais à chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à l'étrange femme, son regard continuait de la fixer intensément. Lorsque le train stoppe au prochain arrêt, l'homme au manteau se lève pour partir. D'un coup, alors que les portes s'ouvraient, il saisit fermement le bras de la jeune fille et la traîne hors du train. Les portes du métro se referment et le train redémarre, laissant la jeune fille seule sur le quai avec l'homme au manteau gris. Elle cria à l'aide. « Calmez-vous, dit l'homme. Je viens de vous sauver la vie. Je ne voulais pas vous faire peur, mais je devais vous faire descendre de ce train. La femme assise en face de vous était morte, et les deux hommes à côté d'elle la maintenaient droite. » Un soir d'été, un adolescent sortait avec sa nouvelle petite amie. Il est passé la prendre chez elle et ils ont roulé jusqu'à la périphérie de la ville. Ils ont garé la voiture dans un endroit isolé, connu sous le nom du chemin des amoureux. Alors qu'il regardait les lumières de la ville, le garçon met son bras autour de la fille et allume l'autoradio pour qu'il puisse écouter de la musique romantique. Il se penche vers elle et le jeune couple commence à s'embrasser et à se câliner. Alors qu'ils commençaient à se mettre dans l'ambiance, la musique s'arrête d'un coup et la voix d'un journaliste radio retentit. Ceci est une annonce d'urgence. Plus tôt dans la soirée, un meurtrier fou s'est échappé de l'asile psychiatrique de l'État. La police demande aux citoyens d'être sur leur garde, car le patient est considéré comme armé et dangereux. Le tueur fou est surnommé l'homme au crochet, car après avoir perdu sa main droite dans un accident, elle a été remplacée par un crochet en acier. Tous les habitants de la région doivent être à l'affût d'un homme correspondant à cette description. Si vous voyez quelque chose de suspect, vous devez le signaler immédiatement à la police. La jeune fille prit peur et demande alors à être amenée chez elle. Elle savait que l'asile d'aliénés n'était pas loin de la ruelle où il se trouvait. Elle craint également que l'endroit isolé où ils sont garés ne soit l'endroit idéal pour qu'un fou furieux se cache. Le garçon se sentait courageux et assure à sa petite amie qu'ils étaient parfaitement en sécurité. Il verrouille bien toutes les portes de la voiture, puis tente de l'embrasser à nouveau. La fille s'affole et le repousse,
insistant pour qu'il parte immédiatement. En colère, le garçon démarre la voiture et manœuvre brusquement pour quitter la place de parking. Sur le chemin du retour, ils se sont tous les deux calmés. Mais la jeune fille s'accroche toujours au petit ami. Lorsqu'il s'arrête devant la maison de la fille, le garçon sort de la voiture et fait le tour pour ouvrir la porte à sa petite amie. Pendant un long moment, il reste là, à fixer la porte. Au début, la fille ne comprend pas ce qui se passe. Puis elle réalise que sa porte était toujours fermée à clé. Elle sourit et la déverrouille. Le garçon est toujours là. La fille perplexe baisse sa fenêtre. Puis elle remarque que le garçon regardait fixement la poignée de la porte. Lentement, elle regarde elle-même vers le bas et hurle de façon incontrôlable. Là, suspendu à la poignée de la porte, se trouvait un crochet en acier, plein de sang. Il y a environ 5 ans, je vivais dans le centre-ville d'une grande ville des États-Unis. J'ai toujours été nocturne, et je m'ennuyais souvent après que mon colocataire, qui n'était décidément pas du soir, se soit couché. Pour passer le temps, j'avais l'habitude de faire de longues promenades et de prendre du temps pour réfléchir. J'ai passé 4 ans comme ça, à marcher seule la nuit, et je n'ai jamais eu une seule raison d'avoir peur. Je plaisantais toujours avec mon coloc en disant que même les dealers de la ville étaient polis. Mais tout cela a changé en quelques minutes, un soir. C'était un mercredi, entre 1 et 2 heures du matin, et je marchais près d'un parc surveillé par la police, assez loin de mon appartement. C'était une nuit calme, même pour un soir de semaine, avec très peu de circulation et presque personne à pied. Le parc, comme il l'était la plupart des nuits, était complètement vide. J'ai tourné dans une petite rue latérale pour retourner à mon appartement, lorsque je l'ai remarqué pour la première fois. Au bout de la rue, de mon côté, se trouvait la silhouette d'un homme qui dansait. C'était une danse étrange, semblable à une valse, mais il terminait chaque fin de mouvement avec une étrange foulée en avant. Je suppose que vous pourriez dire qu'il dansait en marchant, se dirigeant droit vers moi. Décidant qu'il était probablement ivre, j'ai marché aussi près que possible de la route pour lui laisser la majorité du trottoir pour me dépasser. Plus il se rapprochait, plus je me rendais compte de la grâce de ses mouvements. Il était très grand et maigre et portait un vieux costume. Il dansait encore plus près, jusqu'à ce que je puisse distinguer son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et sauvages, la tête légèrement inclinée en arrière, regardant le ciel. Sa bouche était formée en une caricature douloureusement large d'un sourire. Entre les yeux et le sourire, j'ai décidé de traverser la rue avant qu'il ne danse de plus près. J'ai quitté son regard pour traverser la rue vide. En arrivant de l'autre côté, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et je me suis arrêté net. Il s'était arrêté de danser et se tenait debout avec un pied dans la rue, parfaitement parallèle à moi. Il était face à moi, mais regardait toujours vers le ciel, le sourire toujours aussi large sur ses lèvres. J'étais complètement et totalement déconcertée par tout ça. J'ai recommencé à marcher, mais j'ai gardé les yeux sur l'homme. Il ne bouge pas. Après avoir mis environ un demi-pâté de maison entre nous, je me suis détournée de lui un moment pour regarder le trottoir devant moi. La rue et le trottoir devant moi étaient complètement vides. Encore troublée, je me suis retournée vers l'endroit où il s'était tenu et il avait disparu. Pendant un bref instant, je me suis sentie soulagée, jusqu'à ce que je le remarque. Il avait traversé la rue et était maintenant légèrement accroupi. Je ne pouvais pas en être sûre à cause de la distance et de l'obscurité, mais j'étais certain qu'il me faisait face. Je n'avais pas détourné les yeux de lui pendant plus de 10 secondes. Il était donc clair qu'il s'était déplacé rapidement. J'étais tellement choquée que je suis restée là pendant un certain temps, à le regarder fixement. Et puis, il a recommencé à avancer vers moi. Il faisait des pas de géant, exagérément sur la pointe des pieds,
comme s'il était un personnage de dessin animé se faufilant derrière quelqu'un. Sauf qu'il se déplaçait très, très rapidement. J'aimerais pouvoir dire qu'à ce moment-là, je me suis enfuie, ou que j'ai sorti mon spray au poivre, ou mon téléphone portable, ou quoi que ce soit d'autre, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, complètement figée, tandis que l'homme souriant s'approchait de moi. Et puis il s'est arrêté de nouveau, à environ une longueur de voiture de moi. Il souriait toujours, et regardait toujours vers le ciel. Quand j'ai enfin trouvé ma voie, j'ai lâché la première chose qui me venait à l'esprit. Ce que je voulais demander, c'était « Qu'est-ce que tu veux, bordel ?» d'un ton furieux et autoritaire. Ce qui est sorti, c'est un gémissement. « Putain, qu'est-ce que... » Que les humains puissent ou non sentir la peur, ils peuvent certainement l'entendre. Je l'ai entendu dans ma propre voix, et cela n'a fait qu'accroître ma trouille. Mais il n'a pas réagi du tout. Il est resté là, souriant. Et puis, après ce qui m'a semblé être une éternité, il s'est retourné, très lentement, et a commencé à s'éloigner en dansant. Juste comme ça. Ne voulant pas lui tourner le dos à nouveau, je l'ai regardé partir, jusqu'à ce qu'il soit assez loin pour être presque hors de vue. Et puis, j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'éloignait plus, et il ne dansait plus. J'ai regardé avec horreur sa forme lointaine devenir de plus en plus grande. Il revenait vers moi, et cette fois, il courait. J'ai couru aussi. J'ai couru jusqu'à ce que je quitte la route secondaire et que je retrouve une route mieux éclairée avec peu de circulation. En regardant derrière moi, je n'ai trouvé personne. Sur le reste du chemin du retour, je n'ai cessé de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant toujours à voir son sourire stupide, mais il n'était jamais là. J'ai vécu dans cette ville pendant 6 mois après cette nuit, et je ne suis plus jamais sortie me promener. Il y avait quelque chose sur son visage qui me hantait toujours. Il n'avait pas l'air ivre, il n'avait pas l'air défoncé. Il avait l'air totalement et définitivement taré. Et c'est quelque chose de très, très effrayant à voir. L'an dernier, mon entreprise a organisé une fête pour le réveillon du Nouvel An en ville. Une fois la fête terminée, je suis partie prendre le dernier train pour rentrer chez moi ce soir-là. Je me suis assise sur mon siège et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Au bout d'un moment, j'ai vu que la seule autre personne présente dans le wagon était un homme avec un trench coat noir. Il était assis quelques rangs devant moi et sa tête était baissée. Il avait l'air de s'assoupir. J'étais moi aussi très endormie et mes paupières ont commencé à être très lourdes. Il n'a pas fallu longtemps pour que je m'assoupisse à mon tour. Quelques minutes plus tard, j'ai été réveillée en sursaut par le cliquetis du train. Quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose semblait différent. J'en étais pas sûre, mais j'avais l'impression que l'homme au trench coat noir était un siège plus près de moi. Je me suis dit que j'étais en train d'imaginer des choses, et je me suis dit de ne pas être aussi paranoïaque aussi. Peu de temps après, j'ai commencé à m'assoupir à nouveau. Après quelques secondes, j'ai eu une sensation étrange et désagréable au creux de l'estomac. J'ai ouvert les yeux, et, cette fois, l'homme semblait s'être rapproché de moi. Pourtant, je ne pouvais pas en être sûre. C'était extrêmement déstabilisant. J'ai décidé d'essayer de voir si mes soupçons étaient corrects. J'ai décidé de faire semblant de m'endormir à nouveau, mais en gardant un œil entrouvert, juste pour voir ce que l'homme ferait. Il était resté assis là, sans bouger un seul muscle. Je pouvais sentir ses yeux me fixer, mais il ne bougeait pas d'un pouce. Alors que j'étais sur le point de pousser un soupir de soulagement, je l'ai entendu marmonner quelque chose dans son souffle. En écoutant attentivement, je pouvais distinguer ce qu'il disait, encore et encore.
Ne sois pas dupe, elle fait semblant. Ne te laisse pas berner, elle fait juste semblant. Ça m'a glacé le sang. Mon cœur s'est mis à battre la chamade dans ma poitrine. Malgré ma peur bleue, j'ai gardé la tête baissée, faisant semblant de ne pas soupir et espérant désespérément que le train atteindrait bientôt la prochaine station. Alors qu'il s'est finalement arrêté et que les portes se sont ouvertes, j'ai attendu le bon moment. Au moment où les portes étaient sur le point de se fermer, je me suis levée de mon siège et j'ai sauté sur le quai. J'ai entendu les portes se refermer derrière moi et je me suis retournée. Alors que le train sortait de la gare, j'ai vu l'homme au trench-coat noir debout, le visage collé contre la vitre. Il avait un regard de fureur sur son visage et, dans sa main, un couteau luisant de sang. Une fille et son petit ami conduisaient de nuit sur une route de campagne isolée. Au fur et à mesure qu'ils roulaient, la nuit semblait devenir de plus en plus noire. Ils finissent par se perdre et traversent une zone très boisée qu'aucun d'eux ne reconnaît. Soudain, la voiture se met à chuinter et cale. Le petit ami regarde le compteur et réalise qu'il n'y a plus d'essence. Il a beau tourner la clé, le moteur ne redémarre pas. La petite amie commence à paniquer car il est minuit passé et ils sont coincés au milieu de nulle part et ne peuvent pas rentrer chez eux. Le garçon sort de la voiture et jette un œil aux alentours. Ils étaient dans une zone isolée et boisée. Ils ne voyaient que les arbres. Il ne semblait pas y avoir de maison à des kilomètres à la ronde. Ils étaient complètement seuls. La fille était effrayée et ne cessait de demander au garçon de faire quelque chose. Il lui répondit qu'il devait retourner à pied jusqu'à la route principale pour trouver de l'aide. Le petit ami voyait que sa copine avait peur. Alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il reviendrait aussi vite qu'il le pourrait. Mais la jeune fille pouvait lire l'inquiétude sur son visage. En l'embrassant, il lui dit de remonter les fenêtres et de verrouiller les portes. Puis il se met à marcher sur la route. La fille regarde son petit ami s'éloigner de plus en plus pour finalement le voir disparaître dans l'obscurité. Les heures passent, et la fille restait assise dans la voiture, frissonnant, craignant chaque ombre qu'elle voyait et chaque bruit qu'elle entendait. Elle commençait à penser que son petit ami ne reviendrait jamais. Soudain, elle entendit un bruit sourd de tapotement sur le toit de la voiture. Elle commence à paniquer, mais elle était trop terrifiée pour sortir et enquêter. Elle essayait de regarder par les fenêtres, mais il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Le bruit du tapotement semblait continuer sans fin. La fille était morte de peur, mais elle ne pouvait rien faire. Elle était obligée de rester recroquevillée dans la voiture toute la nuit, en écoutant les bruits bizarres de coups assénés sur le toit. Finalement, elle réussit à s'endormir. Quand elle se réveille et regarde sa montre, il était 9h du matin. Mais quand elle essaye de regarder par les fenêtres de la voiture, tout était toujours complètement noir. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Soudain, elle entend une voiture s'arrêter à proximité et klaxonner 3 fois. Puis elle entend une voix qui criait « C'est la police, il y a quelqu'un dans la voiture !» La petite amie soupire de soulagement. « Juste moi !» a-t-elle crié. « Mon petit ami m'a laissé seule ici et n'est jamais revenu. »« Ok, restez calme, » dit le policier. « Écoutez-moi très attentivement. Ouvrez la porte, sortez de la voiture et marchez vers moi. Quoi que vous fassiez, ne regardez pas derrière vous. » La jeune fille obéit aux ordres du policier. Bien que ses mains tremblent et que son esprit s'emballe, elle ouvre la porte de la voiture et en sort. « Maintenant, marchez vers moi, » dit le policier. « Et ne regardez pas derrière vous. » La jeune fille commence à marcher lentement vers le policier. Mais elle s'arrête soudainement dans son élan. « Ne regardez pas derrière vous !» crie le policier. Mais il était trop tard.
La jeune fille ne put s'empêcher. Elle se retourne et hurle d'horreur. Le cadavre de son petit ami était suspendu par les pieds, accroché à une branche d'arbre au-dessus de la voiture. Sa tête avait été coupée et le sang coulait de son cou, recouvrant complètement les vitres de la voiture. Méfiez-vous des personnes que vous rencontrez sur la route. C'est évident, je sais. Je ne parle pas ici du danger ordinaire que représente un étranger, car dans ce cas, le danger n'est peut-être pas elle-même, mais sa curiosité désordonnée. Une curiosité qui pourrait mettre fin à votre existence. Vous pouvez la trouver sur de nombreuses routes, demandant qu'on la prenne en stop. Sa position change constamment. Ses enquêtes l'exigent. Vous pouvez facilement identifier ses vêtements. Elle a l'air d'une victime, portant des haillons en guise de vêtements, le tout rapiécé avec du tissu qu'elle a volé au cours de ses voyages. Des cheveux longs et désordonnés, qui n'ont pas été coupés depuis des lustres, ornés de bâtons, de feuilles et de terre. Son corps, à peine visible à cause de ses vêtements amples, n'est que peau et os. Elle n'accorde que très peu d'importance à la nourriture, préférant dépenser le peu d'argent dont elle dispose pour d'autres choses qu'elle juge plus importantes, comme des appareils photos, des crayons, des cahiers, des lanternes, des bandages et tout ce qui est nécessaire à ses enquêtes. Dieu sait que les bandages sont importants. Sa peau est couverte d'ecchymoses et de cicatrices, toutes dues à des petites aventures avec le surnaturel. C'est peut-être à cause de son mode de vie dangereux qu'elle est toujours aussi nerveuse. Presque toujours tremblante, ses yeux étranges se déplacent frénétiquement. Son visage est orné d'un sourire instable. Le personnage du touriste est anxieux en permanence. C'est le comportement que l'on attend de quelqu'un qui a souffert, quelqu'un de vulnérable, et cela attire les gens. Pour le meilleur ou pour le pire, quel que soit le motif. Qu'il veuille l'aider ou profiter d'elle, quelqu'un vient toujours la chercher, ce qui peut éventuellement les mener à leur perte. Donnez-lui de la nourriture ou des vêtements, et elle montrera peut-être ce qui se cache dans son sac à dos. Il peut sembler normal au premier abord, vu de l'extérieur, il l'est. Il s'agit d'un sac à dos ordinaire que n'importe quel voyageur porterait. Mais à l'intérieur se cachent des objets de terreur. Des objets qu'elle a obtenus lors de ses tournées. Toutes sortes d'objets. Des copies de jeux vidéo, des épisodes perdus, des pages gribouillées, des chansons maudites, des preuves de choses inexplicables. Tous ces objets sont conservés dans son sac et archivés dans l'une de ses interminables collections de carnets. Elle y a consacré sa vie. Elle n'a pas d'amis, pas de famille connue et dans l'ensemble, pas de véritable identité. La perception qu'elle a d'elle-même n'est rien d'autre qu'une touriste du macabre qui prend des photos et des souvenirs. Mais ces choses ont un coût. Et elle est prête à payer pour cela, quoi qu'il en coûte. Si vous essayez de discuter avec elle, vous verrez qu'elle est en fait sympathique. Même si elle est anxieuse, elle vous sourira, essaiera de faire des blagues, sera votre amie, au moins pour le trajet. Elle ne sera jamais méchante. Elle s'intéressera à ce que vous avez à lui dire et n'hésitera pas à répondre à vos questions. Elle sera gentille pendant tout le trajet en voiture et toutes les autres fois où vous la verrez, si jamais vous la rattrapez. Après tout, elle n'a aucune raison de ne pas l'être. Mais ne prenez jamais ses actions pour de la bienveillance. Même si elle essaie d'être votre amie, vous ne passerez jamais avant sa véritable dévotion. Les anomalies du monde. Elle a des milliards d'histoires qui prétendent être réelles, aucune d'entre elles n'étant sympathique. L'amour obsessionnel qu'elle leur porte domine sa vie. Elle veut tout savoir sur elles. Sont-elles réelles? Quelles sont leurs limites? Est-il possible d'y survivre? Ce sont quelques-unes des questions qui lui trottent dans la tête à chaque fois qu'elle les lit. Les réponses lui sont précieuses. Elle parcourt le monde à la recherche de solutions, endommageant son corps, ses vêtements et ses compagnons au passage. Et si vous la prenez dans vos bras, vous ferez partie de ces 3 sacrifices essentiels. Sur la route, la touriste cherche son nouveau cobaye, celui qui paiera ses souvenirs. Elle vous demandera de l'accompagner, de sortir de la voiture une seconde ou deux. Elle aura toujours une excuse pour cela. « J'ai besoin de faire pipi, mais j'ai peur d'y aller toute seule. Je dois aller chercher quelque chose, tu veux venir ?»
Tu ne veux pas faire une pause dans ta conduite ? Elle vous demandera tout ce qui lui passe par la tête afin de vous faire sortir de la voiture et vous emmener directement à l'endroit où elle se rendait, quel qu'il soit. Une forêt avec des escaliers étranges peut-être, ou une grotte inexplorée, un magasin étrange ou même un trou bizarre. Soyez prudent. Si vous avez de la chance, vous obtiendrez une fausse histoire. La touriste en prendra note et disparaîtra à jamais de votre vie pour se rendre à sa prochaine destination. Mais si vous n'êtes pas chanceux, alors vos jours sont comptés. Vous aurez trouvé la fin de votre vie avec une existence incroyable. Vous ne pourrez rien faire d'autre que de regarder le feu de votre vie s'éteindre. Regardez du coin de l'œil comment elle vous observe, comme s'il s'agissait d'un cours malsain pour lequel elle doit prendre des notes. Elle prendra peut-être même une photo de vos derniers instants, ces horribles dernières secondes de votre vie documentées dans une bibliothèque improvisée que personne ne lira jamais. Vous serez à jamais connu comme la personne qui a disparu lors d'un voyage en voiture, votre corps perdu à jamais. Bien qu'insoupçonnable, cette situation est rapidement évitable. En restant dans votre voiture, vous êtes à l'abri de la cruauté qui en découle. Mais si elle ne vous demande jamais de sortir, vous risquez d'entrer dans un enfer pire que le précédent. Au moins, l'option précédente est relativement rapide et directe. Vous la suivez jusqu'à un deuxième endroit, vous y trouvez une horreur inexplicable et vous mourrez de ses mains en quelques heures à peine. La deuxième option peut durer des jours, des mois même. C'est un long processus d'observation. Elle traque vos moindres faits et gestes à votre insu. Elle cherche des caméras, des micros, tout ce qui pourrait indiquer que quelqu'un est entré chez vous. Priez de ne rien découvrir, car si vous ne trouvez rien, vous êtes libre. Quoi qu'elle ait fait, ce n'était pas réel. Cela n'a pas fonctionné et elle ne s'intéresse plus à vous. Mais si c'est le cas, si vous trouvez quelque chose, priez pour qu'elle ait pitié de vous. Elle est maintenant le moindre de vos problèmes. Quelque chose d'autre vous harcèle, quelque chose de considérable, un monstre probablement. Il aura ses propres méthodes pour tourmenter votre vie jusqu'à ce que vous finissiez par mourir. Rien ne peut plus vous aider. Vos journées sont méticuleusement calculées par cette chose. Vous pouvez faire des recherches en ligne, essayer d'identifier ce qu'elle cherche, mais il est peu probable que vous puissiez l'arrêter. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Mais le fait de connaître la maladie peut aider à la surmonter. C'est du moins ce qu'un médecin m'a dit une fois. Une fois que vous aurez mis fin à vos jours, elle retournera dans votre maison. La touriste récupérera les caméras et les microphones. Elle volera ce qui est utile dans vos biens, ce qui était vos affaires. L'argent, les kits de puériculture, les appareils électroniques, les choses dont elle aura besoin un jour ou l'autre. Elle prendra aussi des choses inexplicables, ses souvenirs. Elle peut même trouver le moyen de voler du matériel de police si nécessaire. Elle gardera tout cela dans son sac à dos, prendra des photos de tout, notera tout dans ses carnets. Tout ce que les micros ont enregistré leur sera transmis. Pour le monde, vous n'êtes qu'un crime mystérieux, peut-être même qu'un suicide. Mais pour la touriste, pour celle qui vous a fait subir tout cela, vous serez toujours l'un des nombreux sujets de son expérience, une note dans son carnet de voyage, un souvenir qu'elle montrera à la prochaine pauvre âme qui la prendra sur une route isolée. Méfiez-vous donc de ceux que vous ramassez sur la route, non seulement parce qu'ils peuvent vous tuer, vous kidnapper, vous torturer ou tout autre danger que l'humanité peut imaginer, mais aussi parce qu'ils peuvent vous faire courir un danger encore plus grand. Tout cela pour satisfaire sa curiosité macabre. Parce que vous êtes peut-être la pièce avec laquelle elle paiera la tournée. Voyager est bien agréable. Prendre des précautions est vital.